CKVM FM vous présente maintenant le débat élection 2015. Voici votre animateur, le journaliste Daniel Sirois. Bonjour Témiscamiennes, Témiscamiens, bienvenue à ce débat des candidats qui se font la lutte pour le poste de député dans le comté d'Abitibi-Témiscamingue à la Chambre des communes. Alors, je vous résume un peu la façon dont on va procéder. Les candidats vont se présenter un après l'autre. Ils ont 1 minute 30 pour ce faire. Par la suite, on va amorcer le débat. À la toute fin du débat, la déclaration de fermeture se fera dans l'ordre inverse. Pour les présentations, tout comme pour les questions, les candidats auront 1 minute 30 pour nous faire part de leur point de vue, de leur plateforme de leur parti sur un sujet ou sous un autre. Et également, il y a, pour chacune des questions, les candidats vont devoir faire preuve d'esprit de synthèse. Je vous le disais, donc 1 minute et demie, c'est rapide, mais comme on est vers la fin de la campagne, vous avez eu le temps beaucoup d'approfondir vos différentes plateformes. Enfin, avant de passer au discours de fin, on aura des questions du public, mais on les a insérées à l'intérieur des questions pour que ce soit plus aéré. Et enfin, d'assurer une équité entre les candidats, ceux-ci seront chronométrés et c'est ma collègue Annie Larivière qui s'occupe de la technique et du chronomètre qui le fera. Alors, après un avertissement, Annie pourra fermer le micro du candidat qui aurait dépassé son temps après l'avertissement. Maintenant, on va débuter avec la période de présentation des candidats et on a tiré au sort l'ordre dans lequel vous les entendrez. Il s'agit d'abord de Mme Christine Moore, suivi de Mme Claude Thibault, de M. Yvon Moreau et enfin de Mme Monique Bégin. Aline Bégin, oui. Je pense que mon patron... Ça, c'est mes ancêtres. Ah, OK. Bon, Mme Aline Bégin, me semble aussi. Donc, on va débuter avec Mme Christine Moore qui a maintenant 1 minute 30. On l'écoute. Bonjour. Avant d'être élue en 2011, j'ai été la candidate du NPD en Abitibi-Témiscamingue en 2006 et en 2008. Donc, ça fait longtemps que je porte les valeurs sociales du NPD pour la région. C'est un parti qui croit à une société plus juste, à réduire les inégalités, à lutter contre les changements climatiques, à établir de meilleures relations d'égal à égal avec les communautés autochtones et qui croit que la paix est bien meilleure que la guerre et que le Canada doit jouer un rôle beaucoup plus humanitaire dans ses engagements internationaux. Mais d'abord et avant tout, je fais ce travail-là parce que je crois à ma région, parce que je suis fière de représenter l'Abitibi-Témiscamingue et que je cherche avant tout à servir les citoyens d'abord et avant tout. C'est ce rôle-là que j'ai choisi de faire et c'est ce rôle-là que j'aimerais avoir la chance de continuer à faire. Depuis mon élection, j'ai ouvert des bureaux dans toutes les MRC et Ville-Marie a été le premier, après Rouyn-Noranda, à bénéficier d'un bureau de circonscription. Donc, les gens peuvent maintenant se présenter ici à Ville-Marie pour recevoir pour leur dossier d'assurance-emploi, d'impôt, passeport et également mon équipe se déplace à Témiscamingue, Kipawa, une fois par mois pour répondre à la demande des gens. Donc, j'aimerais pouvoir avoir la chance de continuer à servir les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai toujours été disponible, accessible, présente. J'ai défendu les agriculteurs, l'achat local. J'ai travaillé sur le dossier de la foresterie, des mines, comme celui des terres rares. Donc, c'est ça, choisir l'Abitibi-Témiscamingue comme priorité. Cette fois, nous entendrons la candidate du Parti libéral du Canada, Mme Claude Thibault. Bonjour, je suis la candidate du développement économique. Depuis plus de 5 ans, j'ai apporté à chaque année 30 à 40 millions de dollars grâce à des missions économiques que je fais à travers le monde avec des entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue. Ceci nous a permis de développer un savoir-faire, un savoir-vivre également et nous mettre dans les premières loges en ce qui a trait au développement économique à l'international. Alors, mon but dans cette campagne, c'est de défendre les intérêts de l'Abitibi-Témiscamingue à Ottawa, car nous sommes ici en région, nous recevons plus de 50% des investissements miniers de la province et nous ne sommes pas seulement 1,8% de la population, comme le disent les statistiques. Alors, c'est la raison d'être et le pourquoi je me présente comme candidate. Et mon but à travers ça et le Parti libéral, c'est surtout de redonner à la classe moyenne et à travers des allocations plus généreuses et ceci exempt d'impôts et tout le calcul va se faire en fonction du revenu des ménages, investir dans des projets d'infrastructure tels le Plan Nord et aussi assurer la construction de logements sociaux pour les prochaines générations à venir quand nous allons faire face à une crise très bientôt en région et ça fait plus de 30 ans que nous n'avons pas eu de construction. Voilà, merci Mme Thibault. Maintenant, nous allons entendre M. Yvon Moreau du Bloc québécois.
D'abord, merci de m'accueillir ici à Ville-Marie, au Témiscamingue. C'est une joie constante quand je viens voir les beaux-frères et belles-sœurs ici dans la région, parce que ma conjointe est originaire du Témiscamingue. C'est une joie d'être là. C'est une joie aussi de vous parler un peu de moi, parce que moi, ma mère est née il y a plus de 70 ans à Saint-Vital-de-Clermont, dans le secteur d'Abitibi. Depuis plus de 50 ans, j'ai un lien familial avec l'Abitibi-Témiscamingue pour y avoir été. Puis pour moi, en 1998, quand on a fait appel à moi afin que je sois journaliste ici en Abitibi, c'était naturel d'être là. Et depuis ce temps-là, depuis près de 20 ans, je suis au service des gens de l'Abitibi-Témiscamingue. On échange ensemble. Au Témiscamingue, moi, j'ai souvent vu la fierté des Témiscamiens qui n'ont pas eu une vie économique très facile avec le temps, mais qui se lèvent quand même et qui exigent des choses. On peut penser à la marche verte. Moi, je me souviendrai toujours du jour où Jack Layton, alors qu'il était conseiller municipal à Toronto, était venu manifester ici auprès de Pierre Brien du Bloc québécois pour ne pas que les ordures de Toronto soient mis dans la mine Adams pour pas salir l'eau des gens du Témiscamingue. Aujourd'hui, on voit qu'avec Jack Layton, c'est bien différent. Donc, le Témis est debout et grâce à vous, moi aussi, je serai encore debout pour le Témiscamingue à titre de député de l'Abitibi-Témiscamingue et ce sera avec joie. Maintenant, nous allons entendre Mme Aline Bégin du Parti vert. Bonjour, chers Témiscamiens, Témiscamiennes. Je suis honorée de participer à cette campagne-là. J'ai décidé de me lancer en politique partisane au nom du Parti vert parce que ça correspond à mes valeurs qui ont toujours été basées sur l'équité, sur les collectivités, renforcer les collectivités. Mes engagements, ils ont toujours été d'établir une économie durable parce que je suis éducatrice, je suis formatrice. À mes premières heures, je suis allée étudier à l'Université Laval pour faire un certificat en andragogie pour être capable d'aider les adultes à se prendre en main parce que j'ai toujours été impliquée dans le développement social et économique au niveau communautaire. J'ai aidé à fonder une trentaine de coopératives au cours de ma vie, autant de l'habitation pour du logement social. Maintenant que les programmes n'existent presque plus, il faut vraiment relancer ça et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller m'impliquer au niveau de la partisanerie. Puis le Parti vert correspond vraiment à ce que je peux vraiment continuer à faire avec Mme Elisabeth May, ma chef préférée. Voilà. Merci beaucoup, Mme Bégin. Maintenant, on va commencer dans l'ordre à partir de la deuxième personne, dans ce cas-ci, Mme Thibault, et on fera une rotation comme ça pour les questions. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est l'économie. Alors donc, comment allez-vous vous assurer de rapprocher le palier fédéral du milieu municipal rural et ainsi mieux soutenir nos collectivités locales afin d'assurer une croissance, la création d'emplois et surtout, adapter les programmes et le financement aux réalités des petites collectivités? Madame Thibault. Alors, c'est une excellente question. Ça fait depuis 5 ans que je desserre le Témiscamingue, précisément avec nombreuses missions économiques et également des conférences dans le domaine de l'agro-transformation. Et je tente, à travers différents organismes, d'aider tous les créneaux qui existent dans la région. Mon dernier travail a été en lien avec la foire gourmande qui s'est déroulée au mois d'août dernier, où nous avons fait du coaching auprès de tous les exposants afin de les aider à trouver des débouchés dans le sud de l'Ontario et du Québec. Nous avons, grâce à cette initiative et un bon consultant en commercialisation, augmenté le nombre d'exposants de plus de 25 % et nous avons construit enfin des relations avec le nord de l'Ontario qui, malheureusement, n'avaient pas pu continuer depuis nombre d'années. Donc ça, ce sont des projets concrets par lesquels le Parti libéral s'engage à augmenter les relations à travers ses frontières et surtout venir créer des objectifs communs. Si on regarde, par exemple, le domaine du bœuf, c'est une industrie pour nous de plus de 54 millions de dollars et on a un beau parc bovin. On est en train de créer des produits de niche, mais le défi est encore aujourd'hui à trouver des façons de le commercialiser et aussi une façon de reconnaître
l'entité de tout le parc. C'est du bœuf, c'est du porc, c'est du bison, c'est des brebis, c'est de l'agneau. Et à ce titre, il faut encore se pencher sur l'idée d'avoir un abattoir, mais précisément dans le nord de l'Ontario, dès qu'on aura trouvé de quelle façon on va élaborer notre créneau. Beaucoup, Mme Thibault. Cette fois, nous allons entendre M. Moreau. Ben, la priorité en économie pour le Bloc québécois, c'est évidemment, comme Gilles Duceppe l'a déjà fait par le passé, là, de mettre fin au programme ou au problème du déséquilibre fiscal au Canada. L'argent est toujours à Ottawa, les besoins sont dans les provinces. Ottawa qui prend notre argent puis qui appauvrit constamment le Québec. Le directeur parlementaire du budget l'a dit, hein, si le déséquilibre fiscal continue, le Canada aura payé ses dettes d'ici 30 ans, puis le Québec et les autres provinces vont être sur la paille, littéralement. Il faut penser, évidemment, lorsqu'on parle économie, on parle de santé. On n'a pas le choix parce que si on a de l'argent, ça améliore notre santé, on le sait. La principale raison du déficit fiscal, c'est le désengagement du fédéral en santé. C'est dévastateur. En 70, on avait 50 d'argent. On est rendu avec les conservateurs à près de 18 En 2011, le Bloc québécois a demandé une hausse de près de 6 près de 800 millions de dollars par année en transfert de santé jusqu'à concurrence de 25 Les conservateurs avaient dit oui. Le NPD, les libéraux n'ont rien fait pour aller chercher cet argent-là. Pourquoi? On se le demande encore, de la mauvaise foi ou de la partisanerie. Puis rappelons que Mme Moore était députée sortante et critique en matière de santé au Parlement. On se demande pourquoi l'argent n'est pas venu ici au Québec. Cette fois, nous allons entendre Mme Aline Bégin du Parti vert. Alors, comme je vous disais précédemment, je suis une personne qui fait de l'éducation, qui intègre le développement de l'économie au niveau de l'économie sociale. Alors, moi, c'est ma force majeure. Alors, l'intégration du développement économique, ça passe par l'éducation et la culture et le tourisme qui amène des gens. L'écotourisme, l'agriculture est une forme de tourisme aussi. Ensuite, comment est-ce qu'on va rendre écologique puis avoir des bornes électriques? Comment qu'on va faire pour financer ça et installer ça? Moi, je suis une personne qui est auprès de la population. Notre programme, c'est sûr qu'on veut établir un Fonds canadien des générations pour le développement durable. On veut mettre en place un plan national d'emploi durable. On veut vraiment sabrer dans les frais de scolarité, puis on veut aussi faire une grande collaboration avec les universités pour la recherche. Alors, nous, c'est sûr que le programme du Parti vert correspond à ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire développer les collectivités pour une économie durable. Voilà. Cette fois, sur le sujet, on va entendre Mme Christine Moore, députée sortante du NPD. Bien, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de vraiment répondre à la question comme telle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour faire en sorte qu'on se parle mieux, qu'on communique mieux et qu'on développe plus l'économie? Bien, premièrement, il faut investir dans les organismes de développement économique régionaux. C'est la base. Il faut arrêter de penser qu'à Ottawa, quelqu'un est capable de prendre une décision mieux que les gens qui sont directement impliqués dans le milieu, les fonctionnaires qui travaillent sur le terrain. Il faut donc, la priorité, c'est d'arrêter il faut décentraliser les réponses aux questions et les faire prendre par des gens qui connaissent la réalité témiscamienne. On a un exemple concret ici de partenariat. Le CLD et les SADC étaient toutes les deux sous le même toit. Donc, ça, c'est un exemple concret de comment on peut faire mieux les choses. Et souvent, quand deux organismes qui ont la même mission, et un qui est provincial, un qui est fédéral, veulent se mettre ensemble pour le bien-être de la population, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met des bâtons dans les roues et qu'on complique la dynamique au point où est-ce qu'ils sont plus capables de le faire. Donc, si on permet aux gens de se mettre ensemble, de s'associer ensemble, de travailler ensemble et qu'on est à l'écoute des gens, qu'on fait prendre des décisions par des gens d'ici, on va avoir des politiques qui ressemblent à ce que les gens d'ici veulent avoir. Voilà. Merci, Mme Moore. Maintenant, on va changer de sujet. Cette fois, on va parler plus précisément de commerce interprovincial. Comme vous le savez, la MRC de Témiscamingue est un territoire limitrophe à l'Ontario. La MRC a travaillé pendant plusieurs années différents projets dans différents secteurs d'activité avec des partenaires de la province voisine, notamment au niveau agricole et agroalimentaire.
Toutefois, à certains égards, la MRC était confrontée à des défis liés à la réglementation contraignant les deux territoires et restreignant le développement économique. Comment est-ce que vous comptez mettre en place de réelles actions qui pourront amener en fait, des actions qui travailleront à l'assouplissement de la réglementation en termes de développement agricole, agroalimentaire, mais même en termes économiques en général? On va débuter avec M. Moreau. Ben, le Canada, on le sait, hein, c'est une fédération. Et lorsqu'on vote pour un parti fédéralisme, on vote d'abord pour du travail pour le Canada, pas pour nécessairement l'Abitibi-Témiscamingue. Le commerce entre les provinces est donc difficile lorsqu'on est géré par une fédération. Une grande part de l'économie du Témiscamingue se relie à l'Ontario, on le sait. Les régions de North Bay, Toronto représentent un énorme marché et c'est essentiel aux industries du Témiscamingue. Moi, je m'engage, Yvon Moreau, à collaborer avec les gens du Témis et tant au Québec qu'en Ontario pour favoriser le commerce interprovincial. Il faut parfois ouvrir les marchés, il faut le reconnaître. Parfois, il faut le protéger quand ça va mal pour nous. Mais l'important, c'est de travailler intelligemment et nécessairement pour les intérêts des gens du Témiscamingue. Les agriculteurs du Témis vivent près d'abattoirs agréés par le gouvernement ontarien. La loi exige des agriculteurs québécois qu'ils fassent affaire avec un abattoir agréé, soit par le Québec ou le fédéral. Mais les lois ne sont pas adaptées à la situation géographique ni au marché transfrontalier du Témiscamingue. Et si on veut commercialiser la viande à l'extérieur du Québec, ben, il faut nécessairement faire abattre sa bête dans un abattoir sous inspection fédérale. Alors moi, évidemment, je m'engage là, à ce qu'il y ait un abattoir, que ce soit à Madison ou ailleurs, non loin des frontières ici, qui soit fédéré et qu'enfin on avance avec vraiment un abattoir qui permette aux gens d'ici de faire l'argent nécessaire. Madame Bégin? Oui. Nous, on a élaboré, parce que le Parti vert, c'est un parti qui est de base. Hein? On est là pour écouter les gens, la population. Puis ce qu'on a détecté dans la manière que le fédéral fonctionne avec les municipalités, nous, c'est avec les municipalités qu'on veut fonctionner et en collaboration, bien sûr, avec toutes les politiques gouvernementales provinciales. Mais on veut créer un conseil des gouvernements canadiens pour trouver des solutions au Canada, en étroite collaboration avec tous nos alliés. Donc, on parle des chefs des Premières Nations, on parle des municipalités, on parle des représentants des différentes provinces, parce qu'il faut vraiment abolir les frontières à travers le Canada et pour enrayer la pauvreté, puis le commerce, pour la libre circulation des biens, ça va être avantageux pour tout le monde. Il n'y a personne qui va va empêcher l'autre de pouvoir développer ses créneaux économiques et tout chacun a intérêt à collaborer. Alors maintenant, on est à l'heure de la collaboration. Je pense que les gens ont compris ça. Puis, je pense qu'on est prêt aussi. Pour ça, bien sûr, qu'il y a de la sensibilisation à faire, mais nous, les Verts, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment établir pour que tout le monde puisse participer au processus de développement commercial. Madame Moore? Oui. Je crois que c'est primordial de réunir tous les acteurs pour qu'on en arrive à des solutions. Ça n'a pas été un contexte politique facile au niveau des discussions lorsqu'on tente de réunir tous les acteurs autour de la table, étant donné qu'on a passé à travers le dernier mandat fédéral, à travers 3 gouvernements provinciaux différents. Donc, il y a eu beaucoup de changements au niveau des personnes qui s'occupaient des dossiers. Donc, ça n'a pas été évident, mais je pense que c'est important de continuer le travail. Pour ma part, je l'ai fait. J'ai consulté mes collègues ontariens et aussi du côté de l'Ontario provincial pour leur parler des enjeux. J'ai été régulièrement à la rencontre aussi de mes collègues députés provinciaux, des acteurs régionaux et je pense que là, il est rendu temps qu'on débloque les dossiers. Il y a eu, au niveau de l'agroalimentaire, de l'agrotransformation, beaucoup de difficultés. Il y a eu quelques avancées, notamment au transport d'alcool interprovincial qu'on a vu sous le dernier Parlement. Donc, il y a eu quelques avancées qui facilitent les choses, mais c'est encore très complexe. Il y a aussi au niveau de la partage de la main-d'œuvre. Quelquefois, on voudrait faire travailler quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est à 20 minutes de chez nous, de la frontière ontarienne, mais il ne peut pas venir travailler au Québec et à cause de ça, on se retrouve avec pas de travailleurs pour effectuer, par exemple, nos travaux de la construction. Donc ça aussi, il faut faire quelque chose pour diminuer les coûts pour les différents acteurs ici. Donc j'espère sincèrement qu'on va réussir à faire débloquer les choses. Et qu'on va hériter d'une certaine stabilité politique qui va nous permettre de le faire.
Merci beaucoup, Mme Moore. Mme Thibault? Alors, le commerce transfrontalier est extrêmement important et c'est un engagement du Parti libéral de travailler avec les provinces de sorte qu'on va trouver des solutions, surtout dans des régions de proximité comme la nôtre. Nous ne sommes pas les seules régions qui touchons l'Ontario, mais il y a vraiment des parallèles à faire et il y a énormément d'activités que nous pourrions faire mieux et de manière plus concertée avec tous les acteurs. Et à ce titre, je voulais simplement mentionner qu'en ce qui a trait à la gestion de l'offre, le Parti libéral s'engage à la maintenir pour tous les agriculteurs de la région qui sont pris dans le domaine du lait, des poules et des œufs. Nous sommes également directement impliqués, moi, depuis 5 ans, à trouver de quelle façon la région pouvait développer ses valeurs ajoutées. Lorsqu'on regarde nos petits fruits, on n'a pas les volumes nécessaires pour en faire la vente, mais cependant, on a des petits fruits qui poussent dans un climat nordique et il faut mettre de l'avant des solutions de sorte qu'on puisse en faire des vitamines. J'ai tenté de développer une coop également de cueilleurs, de sorte que les cueilleurs ne soient pas directement attitrés à une entreprise, mais puissent se trouver du travail tout au long de la saison pendant 6 mois. On a également regardé les produits forestiers non ligneux qui présentement sont en demande en Californie et on a tenté de trouver des parallèles de sorte qu'on puisse initier à l'intérieur de nos organismes et nos entreprises des moyens de pouvoir faire l'exportation. Voilà qui clôt ce thème du commerce interprovincial. Cette fois, on va parler environnement et c'est l'occasion de rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs que malheureusement, il n'y a pas de candidat conservateur qui est présent avec nous aujourd'hui puisque l'environnement est un thème très important sur lequel on aurait aimé le questionner, mais on va quand même continuer avec vous et vous poser une question très simple. Où la plateforme environnementale de votre parti se situe-t-elle par rapport à la tenue de la conférence Paris Climat 2015, sommet international sur le climat, alors qu'on sait que lors du dernier grand sommet du côté canadien, on a rejeté l'accord de Kyoto. Comment votre parti se positionne-t-il par rapport à cette grande conférence dans laquelle beaucoup de gens ont fondé beaucoup d'espoir? On va débuter avec Mme Bégin. Alors, on est le Parti vert. Alors, Mme May a participé à toutes les conférences internationales depuis 30 ans. Vous savez que notre programme est basé à vouloir faire du rattrapage au niveau canadien parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se produit au niveau international? Certains pays, ici, on a comme une mise à niveau au niveau climatique à faire et on doit faire du rattrapage. Puis c'est sûr qu'avec les Verts, on investit dans la collectivité avec les énergies renouvelables. Alors, les énergies renouvelables sont aussi la foresterie. La foresterie, c'est certain qu'on va miser sur des éléments comme l'agriculture bio. Dans notre région, ici, au Témiscamingue, on a un climat fameux et on a besoin de justement accueillir des personnes qui migrent dans notre région puis de les accueillir pour développer l'agriculture biologique. Et aussi, au niveau de la question comme telle à Paris, nous, on va avoir une représentation forte. Puis la raison pour laquelle on se débat à la Chambre des communes, Mme May, elle a toujours influencé les débats. Si aujourd'hui on parle d'environnement, c'est à cause des Verts. On est capable d'en parler ensemble, puis on est capable d'aller là-bas ensemble pour vraiment faire en sorte que les oléoducs, puis l'énergie non renouvelable, l'énergie fossile puissent disparaître dans notre décor. Merci beaucoup, Mme Bégin. Mme Moore? Bien, tout d'abord, je tiens à mentionner ou à rappeler aux gens que Jack Layton avait présenté une loi sur les changements climatiques. Il s'était battu et ça avait été finalement adopté par la Chambre des communes. Et malheureusement, le Sénat a décidé de renverser une loi qui avait été adoptée par la Chambre des communes. Donc, vous comprenez un peu notre position par rapport à l'abolition du Sénat, mais comme on n'est pas sur ce thème-là, je veux revenir à l'environnement. Le NPD est le parti qui a promis de mettre les cibles les plus ambitieuses au niveau de la lutte au changement climatique. On a sorti un plan et c'est vraiment ambitieux, mais on croit qu'on est à une étape dans le développement du Canada où on n'a pas le choix d'agir et d'agir de manière concrète si on ne veut pas atteindre un point de non-retour. Moi, j'ai commencé à aller à la chasse, j'avais 3 ans. Pour moi, c'est primordial de continuer à ce qu'on ait une faune de qualité, qu'on continue à pouvoir manger des poissons de qualité qui ne sont pas infestés, par exemple, par des microbilles de plastique, d'où la motion qu'on a présentée pour limiter l'utilisation des microbilles de plastique dans les produits d'hygiène qui se retrouvent dans nos lacs et rivières.
Quand les conservateurs ont décidé de couper la protection au niveau de la loi sur les eaux navigables et de le laisser seulement pour le lac Témiscamingue et une partie de la rivière des Outaouais, j'ai travaillé avec tous les acteurs régionaux pour présenter une loi pour protéger les cours d'eau les plus importants de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai travaillé, par exemple, avec l'organisme des bassins versants pour justement cibler les meilleurs cours d'eau. Merci beaucoup, Mme Moore. Mme Thibault? Alors, clairement, notre économie est concentrée autour des ressources naturelles. D'ailleurs, on en produit 6 fois plus que la majorité des régions au Québec. Et le plan libéral est d'investir dans les technologies vertes, car ceci va de pair avec le développement économique. Et pour ce faire, nous nous sommes engagés à mettre plus de 20 milliards de dollars dans cette industrie. Alors, en ce qui a trait à notre région, le Parti libéral est engagé à supporter tous les développements en lien avec la réduction des gaz à effet de serre. Et je voulais simplement mentionner qu'on est également un exemple à travers le Canada, parce que dans le domaine minier, nous avons, si on prend par exemple le développement de l'éolienne qui tire directement à réduire les gaz à effet de serre, bien, nous avons déjà fait notre travail. Et la mine Raglan a présentement des éoliennes pour les nourrir. Dans un deuxième temps aussi, je vais juste mentionner que notre candidat, M. Stéphane Dion, qui est un député de très longue date dans le parti, a été le premier à présenter la taxe sur le carbone. Donc, ça aussi, c'est un engagement du Parti libéral et nous avons bien hâte de travailler directement avec les provinces dans le but de représenter le Canada à Paris, car le Québec, comparé à plusieurs autres provinces, joue comme un maître d'œuvre et a implanté des lois environnementales qui, pour la majorité des provinces, sont une référence. Merci, Mme Thibault. M. Moreau? Ben, le Canada demeure, là, malgré les belles promesses du NPD et des libéraux, un pays qui est un voyou en matière d'environnement. Le Québec est une référence. Le Bloc québécois se base là-dessus. Le NPD et les libéraux encouragent l'exploitation des sables bitumineux. Ils disent oui à la présence d'un pipeline près du lac Témiscamingue. Ça rend quasiment impossible la réduction des gaz à effet de serre. Trudeau qui propose de réduire les GES de 80 %. Bravo! Mais d'ici 2050. Rien à court terme. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement pour permettre aux pétrolières d'exploiter à fond les sables bitumineux et de passer cet oléoduc dont on ne veut pas, nous, au Bloc québécois, comme vous d'ailleurs, on vous en remercie. Le NPD et les libéraux qui disent non aux pipelines dans l'Ouest, on vous le rappelle, mais oui pour Énergie Est au Québec, pour les mêmes raisons. Nous, on dit encore non à Énergie Est. C'est non pour notre environnement, pour l'accessibilité sociale, pour nos Premières Nations, et ça donne pas une scène à nos gens. Justin Trudeau, il faut le rappeler, a appuyé les conservateurs pour réduire à presque rien la loi sur la protection des eaux navigables. Et M. Layton, bien évidemment, plus on va chercher des votes du côté de l'Ouest, plus on dit qu'on est en faveur d'un pipeline du côté du Québec. Voilà. Maintenant, merci à tous les quatre. Maintenant, on va changer de thématique. On va parler communication. Alors, est-ce que votre parti devait prendre le pouvoir, s'engage-t-il à définir la téléphonie cellulaire comme étant un service essentiel? Est-ce qu'il s'engage à obliger les compagnies téléphoniques à desservir l'ensemble des territoires habités en région? Le Témiscamingue est présentement à la merci des programmes de financement pour lesquels les projets déposés ne sont pas choisis. Le besoin est criant et pas moyen de le combler, faute de financement et de désengagement des télécommunicateurs. Et par la même occasion, Internet haute vitesse, est-ce un outil indispensable de développement économique en 2015? On va débuter avec Mme Moore. Ben oui, tout d'abord, c'est primordial d'aller renforcer nos communications ici au Témiscamingue, notamment au niveau de la téléphonie cellulaire et de l'accès à Internet. Je me promène sur le terrain quotidiennement, puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup de zones de découverture et c'est vraiment très difficile de penser qu'on peut évoluer au niveau de l'économie si on n'a pas accès à Internet. J'ai parlé à plusieurs reprises au ministre conservateur qui, malheureusement, comme tous ses collègues, semblent pas vraiment comprendre, en lui expliquant clairement que si on attend en Abitibi-Témiscamingue, particulièrement au Témiscamingue, de laisser faire la concurrence et de laisser les choses aller, on n'y arrivera jamais. Il faut mettre en place, si on peut dire, il faut, si on peut dire, pousser un peu les choses pour que justement ça se réalise, que ça se développe. J'ai reçu une pétition pour Rimini qui a été signée. C'est un cartable au complet de gens qui veulent un meilleur accès cellulaire. Je l'ai remis dans les mains du ministre
l'organisme parce que je ne pouvais pas le déposer à la Chambre à cause de son format. Je lui ai remis dans les mains pour être sûr qu'il était conscient de la situation. J'ai travaillé fort. Malheureusement, j'avais un gouvernement qui ne comprenait rien. Mais pour notre part, on a une porte-parole au niveau des enjeux numériques qui comprend extrêmement bien cette chose-là. On a travaillé beaucoup pour développer l'Internet dans et la téléphonie cellulaire dans notre plateforme. Donc, j'ai confiance qu'on va être capable de le faire si on a un gouvernement beaucoup plus ouvert. Merci. Madame Thibault? Alors, en ce qui a trait aux difficultés auxquelles la région fait toujours face dans le développement de l'Internet et du cellulaire, mais ça devient une crise parce que c'est ce qui va nous arrêter au niveau du développement économique. Clairement, il n'y a pas un agriculteur qui peut maintenant travailler et être en contact direct avec des entreprises. Les villages, il y a encore 25% de nos résidents qui ne sont pas branchés. Et ceci dit, on fait même face dans la région du Témiscamingue à 2 réseaux parallèles qui se sont construits. Il y en a un qui a été bâti par la SADC, puis il y en a un autre qui a été construit à travers les financements qui ont lieu avec Villes et Villages branchés. Donc, on fait même affaire ici à 2 systèmes parallèles qui se sont constitués et par lesquels on n'arrive pas encore à desservir les villages. Et ceci est un non-sens. Parce que dans la situation actuelle, si on n'arrive pas, d'une part, à s'assurer qu'à travers les règles du CRTC, il y a une application concrète dans chaque village qui va permettre à chaque résident d'avoir accès au cellulaire, bien, nous n'aurons pas fait notre travail de député. Et à ce titre, je m'engage, Claude Thibault, député du Parti libéral, à voir ce dossier comme priorité parce qu'il y en est directement une question de vie ou de mort pour la majorité des villages qui vont devenir dévitalisés si on n'en s'en occupe pas. C'est Mme Thibault, M. Moreau? Ben, vous le savez, hein, ça fait des années là, que vous, les citoyens, vous nous dites on se promène, on n'a pas de cellulaire, on se promène, on n'a pas d'Internet. Il faut avoir quelqu'un, là, une valeur sûre à Ottawa, qui travaille pour vous vraiment, un député du Bloc québécois, qui va rencontrer les bonnes personnes, qui va frapper aux bonnes portes. C'est pas tout de se lever en chambre et d'avoir un beau poste de ministre qu'on vient d'obtenir, là. Il faut aller travailler. Il faut pas se faire élire par opportunisme, il faut se faire élire parce qu'on va travailler. Nous, au Bloc québécois, parce qu'on sait que le CRTC travaille d'abord pour Ottawa, puis travaille, c'est un grand mot là, pour le CRTC. Internet n'est pas réglementé. Donc, nous, au Bloc québécois, vous le savez, on est un parti indépendantiste. On veut la création du Conseil québécois de la radio et de la télévision qui va pouvoir permettre de réglementer Internet. Et enfin, une fois pour toutes, de dire, ben ça suffit, là, il faut avoir un service adéquat. Il faut travailler avec le GIRAD qui existe déjà pour l'Abitibi et le Témiscamingue, pour l'implantation de tour Internet, 22 millions de dollars qu'il nous faut. Il faut travailler avec eux, s'asseoir avec le député, que ce soit un député du Québec ou d'ailleurs, et faire avancer les choses. C'est ça mon travail et je vais le faire. Madame Bégin? Oui, bien sûr que la population, les citoyens, les citoyennes en Abitibi-Témiscamingue ont cette difficulté-là. Puis, ça nuit à l'éducation, ça nuit à la recherche d'emploi. Ça nuit de ne pas avoir des tours puis de ne pas avoir accès à Internet facilement. Ça nuit au développement économique, certainement. Et en même temps, je prends ça positivement parce que finalement, la région a peut-être aussi réussi à conserver cette collaboration-là que tout le monde fait, la coopération dans la société. On remarque que les gens de l'Abitibi et Témiscamingue sont toujours en train d'être en contact les uns avec les autres. Alors ça, c'est un avantage qui est unique. Parce qu'on n'a pas subi au niveau culturel les ravages de la téléphonie. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Pour ça, ça prend un plan et c'est toujours la population qui va la demander. L'argent, elle vient après, ça c'est certain. Mais la population, il faut qu'elle la fasse, la demande. Il faut que le besoin soit là et bien exprimé. Et pour ça, ça prend vraiment des gens qui ont à cœur cette réalité-là puis qui veulent s'engager à recevoir de la formation pour être capable d'implanter et de savoir comment utiliser. Si les gens ne savent pas utiliser l'Internet, ils ont de la difficulté, il faut les supporter dans ça. Merci à tous. Maintenant, on va changer de question et les autres, je ne vous l'ai pas mentionné, mais cela elle vient vraiment elle est inspirée par un auditeur du secteur d'Anglier et vous allez comprendre. Cet auditeur me rappelait que le Canada, à travers l'ACDI,
creusent un peu partout en Afrique des puits pour des communautés qui n'ont pas d'eau potable. Et ici, au Témiscamingue, on a une communauté qui s'appelle Anglier qui n'a pas d'eau potable depuis, au-delà d'une vingtaine d'années. Alors, cet auditeur-là, en boutade, me disait, est-ce qu'on pourrait pas demander à l'ACDI de venir nous creuser un puits, comme on fait en Afrique, pour que nous aussi, on ait de l'eau potable? On va débuter avec Mme Thibault. Qu'à répondre à cette personne, comment se fait-il qu'il n'y ait pas? Parce qu'on nous répond toujours, oui, mais il n'y a pas de programme. Comment ça que les programmes ne s'ajustent pas? Comment ça qu'on peut pas avoir des programmes qui puissent s'ajuster aux besoins des populations? Alors, premièrement, l'indice des coûts de la vie dans les zones où, en passant, ce n'est plus l'ACDI, mais c'est le MAECD, le ministère des Affaires étrangères et du Développement maintenant. Donc, le Canada a un rôle à jouer à l'international et c'est à ce titre qu'on investit dans des programmes. Alors, pourquoi Anglier? Il y aurait sûrement des véhicules à partir duquel le gouvernement fédéral pourrait arrêter et pourrait s'arrêter et voir de quelle façon l'eau potable pourrait être acheminée à Anglier. Mais je vous avoue que c'est la première fois que j'entends parler de cet événement et j'imagine, est-ce que c'est un cas isolé ou il y en a d'autres comme ça, des municipalités au Témiscamingue? Celui qui retient le plus l'attention, c'est celui-là parce qu'il dure depuis plus de 20 ans. Merci. Monsieur Moreau? Bien, on le sait. Moi, je le sais pour avoir travaillé sur ce dossier pendant des années auprès d'RNC Média. Ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas d'eau potable à Anglier. J'étais là pendant ma campagne électorale et je jasais avec les gens de la place et il faut faire quelque chose. Mais encore une fois, c'est les lois, la complication, le mélange, les formules, à pas finir. Il y a des changements. On arrive à presque une solution. D'ailleurs, on l'a fait au cours de la dernière année. On était sur le point d'aller de l'avant puis de régler tout ça. Bon, paf, un changement de gouvernement et voilà, ça recommence. Alors ça, évidemment, c'est désolant, mais écoutez, je vais y aller avec une solution concrète. Il y a le Bloc québécois qui propose la Société de financement des infrastructures environnementales, le gouvernement fédéral qui financerait un fonds monétaire de 40 milliards de dollars pour soutenir les municipalités pour construire des projets environnementaux audacieux. Je pense que c'en est un projet pour de l'eau potable en Anglier. Pas besoin d'aller en Afrique là, pour ça. Nous, on suggérait que le fédéral y aille avec un 50 % de financement, 33 % pour le Québec et 17 % seulement des municipalités. Ça, c'est concret. Ça, c'est ce qu'offre le Bloc québécois et ça vient de chez nous. Je cède la parole à Mme Moore. Ah, Mme Moore. Bon, bien, ça me fait plaisir. Je ne sais pas si les citoyens de l'Anglier ont réussi à le faire, mais plusieurs fois en Chambre, notamment dans les discours sur le budget du gouvernement fédéral, j'ai soulevé ce point-là en disant à quel point c'était honteux qu'on ne réussisse pas à trouver une solution pour ça. Et M. Moreau a raison. Une des problématiques majeures à l'heure actuelle au niveau des gouvernements, c'est la complication au niveau des formalités administratives pour réussir à mener à terme un projet. Il faut comprendre là, que les municipalités ils possèdent 60 % des infrastructures publiques, mais ils perçoivent à peu près 8 cents sur chaque dollar de taxes qui est perçu par l'ensemble des paliers de gouvernement. À ce rythme-là, ils ne peuvent pas arriver. Et nos petites municipalités, ils ont leur système d'égout, ils ont leur pont, ils ont énormément d'infrastructures municipales à leur charge et ils ne réussissent pas à en venir à bout. Donc, il faut être là pour les appuyer, oui, financièrement, et c'est ce que le NPD s'est engagé à faire, d'aider les municipalités à pouvoir renouveler leur parc d'infrastructures, mais également, il faut s'engager à simplifier les formalités administratives et faire en sorte que ce soit possible pour une petite municipalité, avec ses ressources, de mener un projet à terme et de faire quelque chose d'intelligent. Sinon, les municipalités se découragent, ils viennent à bout de bras, et c'est ce qui s'est passé avec Anglier dernièrement. Mme Bégin? Alors, moi, je peux pas faire autrement que faire comme si j'étais à la Chambre des communes. Je suis d'accord avec les propositions qui sont les plus positives. L'eau, c'est super important. Puis les infrastructures municipales au Parti vert, c'est clair que nous, on investit énormément là-dedans parce que c'est ça qui va stimuler l'économie locale puis qui va faire en sorte que chacun puisse y arriver. C'est pas pour passer par-dessus des paliers gouvernementaux, mais il y a dernièrement, le gouvernement provincial a réussi à céder un certain pouvoir aux municipalités. Maintenant, nous, c'est garanti qu'on va sauter sur cette occasion-là pour renforcer les infrastructures municipales. Merci. Maintenant, dossier autochtone.
Depuis plusieurs années, les communautés autochtones procèdent à des revendications territoriales sans obtenir un engagement ferme du gouvernement à régler ce dossier complexe. Les territoires sont parfois pris en otage dans ces revendications et du côté de la population, on comprend la position des communautés autochtones, mais ça a des conséquences sur des projets, des secteurs d'activité ou des développements de territoire. Quels engagements vous engagez à prendre par rapport à ça? Est-ce que, au lieu de, comme on dit, de repousser la canne plus loin, est-ce qu'on va finir par prendre des décisions? Est-ce qu'on va pouvoir agir concrètement? On va écouter M. Moreau. Bien, le développement de la région ne peut se faire sans le partenariat avec les Autochtones, et ça, il faut le comprendre. Le Bloc québécois est un ardent défenseur des peuples autochtones. On le sait, nous, puisqu'on est une nation, qu'il faut collaborer de nation à nation. On estime qu'on doit agir en consultant comme il faut les Premières Nations pour évaluer les impacts qu'ont des projets de développement sur les individus et les communautés. Les Autochtones doivent participer et décider également de la mise en œuvre des projets. Il faut les soutenir dans leurs décisions, dans leur développement social et économique. Le Bloc québécois est d'avis que les communautés autochtones doivent disposer de logements suffisants, d'infrastructures publiques décentes, de ressources humaines, de santé et matériel nécessaires à un redressement de leurs conditions sociales et économiques. On veut des fédéralistes qui répondent au projet 10 000 possibilités, créer 10 000 emplois, ramener à l'école le 10 000 décrocheurs et construire 10 000 logements mis de l'avant par les Premières Nations du Québec. Il faut que le Québec devienne une nation et ça, il faut que ça se fasse aussi en collaboration avec les Autochtones. Ça suffit, ce génocide culturel, ça suffit de les parquer dans des réserves. On doit travailler avec eux. C'est ça, développer l'Abitibi et le Témiscamingue. Madame Bégin? Bon, alors, Jacques Leroux le disait, la tradition orale concernant la forêt. La forêt rétrécissait constamment. Puis, ça devenait impossible pour les Autochtones de continuer à gérer leurs terres. Il y a eu des indications qui ont rendu les gens encore très sensibles, difficiles à avoir des relations interpersonnelles. Puis aussi, ça se caractérisait, puis ça se caractérise encore dans leur communauté. Alors, nous, les femmes, on le sait, quand on a été discriminées, ou qu'on a été mis de côté, la société, elle atteint un niveau où elle peut pas aller plus loin. Alors, si les enfants et les femmes sont pauvres, c'est certain qu'une société peut pas se développer. Alors, si les Autochtones, cette nation qui nous est chère, moi, dans ma famille, on a plusieurs Autochtones et on a réussi à foncer dans les barrières parce que y a quelqu'un qui a décidé de faire un bon coup une bonne fois. Il faut que tout le monde soit, d'une certaine façon, participant à ce développement économique et social. Et l'éducation, c'est la base. La santé, c'est la base. Et quand on regarde 100 ans en arrière, notre histoire en Abitibi-Témiscamingue, on n'avait pas un niveau de vie très élevé et on a réussi à s'en sortir. Madame Moore. Bien, je tiens tout d'abord à rappeler que dernièrement, notre chef Thomas Mulcair a déposé notre engagement envers les communautés autochtones et il a décidé de le faire en avant de l'Assemblée des Premières Nations, de le faire de lui-même. Donc, vraiment, d'agir non seulement d'égal à égal avec les communautés autochtones et je pense que c'est l'attitude qu'on doit avoir. On doit vraiment s'engager vers les communautés autochtones d'égal à égal. Également, il faut régler et traiter les revendications des territoires ancestraux, mais il faut aussi définir qu'est-ce que ça signifie concrètement vouloir travailler sur un territoire ancestral, qu'est-ce que ça signifie comme engagement, par exemple, pour une compagnie qui voudrait travailler. Donc, ça, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et moi, l'objectif que j'aimerais tellement qu'on réussisse à accomplir, c'est que pour 2017, pour la Confédération, on ait réglé ces questions de revendication de territoires ancestraux. Il faut aller de l'avant. On ne peut pas continuer dans notre histoire et laisser ce dossier-là en suspens. Thomas Mulcair aussi veut mettre en place un comité ministériel pour garantir que toutes les décisions du gouvernement respectent les droits issus des traités, les droits inhérents et les obligations internationales du Canada envers les communautés autochtones. Donc, concrètement, ce que ça veut dire pour ici, c'est qu'il va y avoir un comité ministériel qui va être là pour s'assurer qu'un investissement, par exemple, au niveau de la foresterie,
mairie respecte les droits des communautés autochtones. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va être chargé de faire cette job-là à la place de laisser ça au hasard. Merci beaucoup, Mme Moore. Mme Thibault? Alors, pour nous, c'est clair au Parti libéral, il faut que la loi sur les Premières Nations soit entièrement révisée. Alors, comme M. Mulcair, notre chef Justin Trudeau s'est engagé auprès des Premières Nations à avoir une relation d'égal à égal, mais pour venir en perspective, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour nous dans la région? Premièrement, la moyenne d'âge des gens en Abitibi-Témiscamingue est de 43 ans, alors que celle dans les réserves est de 32. Donc, ces gens, malheureusement, n'ont pas bénéficié des mêmes financements pour faire leur éducation. Et en moyenne, un enfant sort de l'école, ça a coûté au système 12 à 18 000 $, alors que sur les réserves, c'est à peu près 6 000 $. Donc, le Parti libéral s'engage à augmenter, d'une part, à investir dans le domaine de l'éducation de l'ordre de 550 millions par année dans le but de s'assurer que ce peuple, que les Autochtones puissent se développer, puissent intégrer le marché du travail, tout en respectant leur culture, de sorte que ça va être les employés, puis ça va être nos partenaires du futur. En même temps, le Parti libéral s'engage aussi à mettre en œuvre le rapport de la Commission sur la vérité et réconciliation. Et pour finir, concernant le problème d'eau à Anglier, je veux également donner un autre engagement du Parti libéral qui, pour nous, lorsqu'il y a des problèmes municipaux qui arrivent, parce que c'est courant, nous nous sommes engagés à prendre la taxe, à augmenter la taxe sur l'essence que le Parti fédéral prend et la transférer aux municipalités dans le but de décider dans quelle mesure et quel type de projet ils veulent mettre en place. Voilà. On va prolonger la question autochtone parce que j'ai reçu un communiqué ce matin qui tombe tellement bien avec la question précédente. Vous allez voir, il y a un lien. Il y a plus de 90 communautés des Premières Nations et leurs organismes alliés qui ont envoyé une lettre ouverte aux chefs des partis fédéraux afin d'insister pour prioriser ces engagements financiers afin de mettre fin à la crise de l'eau potable dans les communautés autochtones. Donc, aussi dans les communautés autochtones, on a ce problème-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une belle occasion de jumeler de régler des problématiques tant dans les communautés autochtones que dans les autres communautés? On garde le même ordre. M. Moreau. Ben, on en a parlé, là, ce programme de 40 milliards de dollars qu'on veut mettre sur pied. Et vous le savez, là, au fil des ans, le Bloc québécois a été le parti de la persévérance. Pendant 25 ans, on en a fait bouger des choses, là. On a été une bonne opposition et on sait qu'on va l'être tout le reste de notre vie à Ottawa. J'espère qu'elle sera le plus courte possible, encore une fois. Mais tant qu'à être une opposition, aussi bien être une bonne opposition. Et on va les faire passer, les programmes qu'on a mis dans notre plateforme. Et pour, évidemment, les infrastructures environnementales, cet argent-là, on le veut, 40 milliards de dollars que l'on veut avoir en main propre pour le distribuer nous-mêmes aux municipalités sans complication. Parce qu'avec le Bloc québécois, c'est simple, c'est concret. Alors, on va régler le problème d'eau potable s'il y en a, qu'on nous passe le dossier au lendemain du 19 octobre, et ce sera un plaisir pour nous de le régler. Comme on va évidemment prendre en main plein d'autres dossiers, allant de la gestion de l'offre jusqu'à la santé des gens en Abitibi-Témiscamingue. Il y a beaucoup d'argent à Ottawa, malheureusement, Ottawa en garde de plus en plus et ne le distribue pas. C'est le déséquilibre fiscal et ça prend des gens de l'Abitibi-Témiscamingue et du Québec pour aller régler ça. Oui, le Parti vert est pas tellement pour le transport des énergies fossiles, question de réduire les coûts. On veut investir vraiment dans les communautés. Alors, avec cet investissement dans les communautés, c'est chiffré. Alors, si on rentre dans les communautés autochtones avec le projet d'aller chercher de l'eau, et de faire en sorte que la communauté puisse bien se nourrir et s'alimenter et aussi aller chercher en même temps l'occasion, par le fait même, le contact avec la communauté pour être capable de développer peut-être un sens à l'éducation. La santé, c'est la base. L'éducation, c'est la base pour qu'une société puisse se développer. Il faut partir de là. Nos ancêtres étaient comme ça. Il y avait moins
longévité moins longue qu'aujourd'hui et grâce à tout notre système puis notre implication, on a assaini les eaux. Mon père, lui, c'était son projet dans les années 70. Les dames du village étaient bien fatiguées de ne pas avoir de l'eau parce que là, ça polluait pas mal avec la rivière puis l'eau venait de la rivière. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est quand on a un aqueduc correct, on est capable d'améliorer notre condition de vie, ça, c'est certain. Merci, Mme Bégin. Madame Moore? Oui, j'aimerais rappeler peut-être à la population d'ici, comme c'est quand même relativement proche, le travail que mon collègue Charlie Angus a fait pour soulever la problématique d'Ottawa-Piscate. C'est un exemple concret de communautés autochtones où est-ce que la situation de pauvreté et d'infrastructures déficientes est complètement... c'est incroyable ce qui est arrivé là-bas. Ici aussi, nos communautés en arrachent. Il y en a qui se débrouillent mieux que d'autres, mais c'est pas évident tout le temps au niveau des communautés. Et il y a un déficit énorme au niveau des infrastructures de qualité. On a juste à penser à l'école à Long Point First Nation, où est-ce que les jeunes n'ont même pas de fenêtre parce qu'ils sont, si on peut dire, enfermés dans une école et les autres, ils vont dans une école primaire de la force qui était comme plus bonne pour les enfants de là. Et là, on les envoie, les plus jeunes là-bas. Donc, c'est des exemples concrets au niveau des infrastructures et il faut investir. Malheureusement, ce qu'on a appris, le gouvernement conservateur ne dépense même pas tous ses budgets. C'est des budgets de famine au niveau des communautés des Premières Nations. Et ce qu'on apprend, c'est que concrètement, à chaque année, il ne dépense même pas la totalité de son budget alors que les besoins sont criants. Il faut investir dans les communautés des Premières Nations. Il faut arrêter de se rentrer la tête dans le sable. Il faut faire des vrais investissements. Il faut aussi arrêter de les inonder de formalités administratives comme c'est le cas à l'heure actuelle. On disait que chaque communauté autochtone a 2 à 4 rapports à produire à chaque jour. Merci beaucoup, Mme Moore. Mme Thibault? Alors, toujours est-il, sur le même sujet, nous, on croit fortement que la loi sur les Premières Nations doit être révisée. Et encore une fois, notre chef s'est engagé de sorte qu'il y a des traités et des engagements qui soient faits d'égal à égal avec les Premières Nations. Dans le cadre de notre région aussi, quand ce qui a trait à Long Point First Nation, je sais que présentement, il y a un processus de médiation qui a été mis en place à partir du gouvernement provincial pour régler les situations d'école qui, malheureusement, durent depuis trop longtemps. Et on a un juge chevronné qui, présentement, s'arrête à régler la situation. Donc, je suis très heureuse qu'il va y avoir des avancements, mais ce sont des sujets complexes qui touchent le provincial et le fédéral en même temps. Voilà. Maintenant, on change de registre. On va parler d'immigration en région. Il y a quelques mois de ça, il y a le préfet lors d'une séance Conseil des maires qui nous informait que la population du Témiscamingue était tombée sous les 16 000. On était 15 000 quelques. Le fédéral doit-il ou peut-il jouer un rôle dans l'étalement de l'immigration dans les régions qui, elles aussi, comme les villes, vivent un phénomène de vieillissement de la population? Est-ce que c'est réaliste de penser que le fédéral peut jouer un rôle dans l'étalement de l'immigration en région? On va débuter donc avec Mme Bégin. C'est sûr qu'il faut que la demande vienne, puis il y ait une structure, une infrastructure sociale très forte pour que cela puisse se produire. On a vu au cours des 9 dernières années, avec le gouvernement sortant, qui a contrôlé qu'on pourrait dire du bureau du premier ministre, toute la question d'immigration, et on voit comment ils interviennent dans les dossiers. Nous, en région, la seule force qu'on peut avoir, c'est la force qu'on a eue quand les Québécois, on s'est tous soulevés puis qu'on a dit on veut avoir des francophones au Québec. Arrêtez de nous envoyer des anglophones, vous contribuez à nous assimiler. Alors, la même chose pour nous en région. Il faut vraiment crier haut et fort pour qu'on puisse vraiment avoir un plan de développement puis d'accueil. Alors, pour ça, avoir un plan d'accueil, il faut avoir une infrastructure de développement économique régional qui est déjà dynamique présentement. Et pour ça, on a les structures de coopération puis de collaboration. Les gens sont capables de travailler ensemble pour établir que revenir sur nos terres qui sont en friche, c'est parfait pour accueillir des immigrants. On a du travail pour eux. Merci, Mme Bégin. Mme Moore.
Bien, merci beaucoup. Bien, je tiens tout d'abord à préciser qu'au Témiscamingue, on a des excellents exemples de personnes, d'immigrants qui sont bien intégrés, qui travaillent au développement de la communauté. On a juste à penser à votre préfet, M. Varolin, au maire à Ville-Marie, M. Flébus, au propriétaire à la Bannique. Donc, il y a énormément d'immigrants qui contribuent à la société témiscamienne. Et je crois que oui, il faut mettre en place des mesures pour avoir davantage d'immigrants qui vont s'établir ici, justement, pour freiner, si on peut dire, la décroissance de la population. Maintenant, c'est sûr et certain que je ne suis pas en faveur de mesures punitives, mais en faveur de mesures positives. Donc, financer les organismes d'intégration des immigrants, comme par exemple la Mosaïque qui travaille pour l'ensemble de la région. Faire en sorte aussi que les immigrants, quand ils arrivent au Canada, ils savent qu'il y a des possibilités ici au Témiscamingue, qu'il y a des logements, qu'il y a des possibilités d'emploi. Quelquefois, il y a des gens qui me disent, on a l'impression que quand ils arrivent à Montréal, bien, qu'il n'y a personne qui leur dit qu'il y a quelque chose qui dépasse ça et qu'il y a des bons potentiels. Aussi, il faut favoriser le mentorat, le maillage entre des immigrants qui sont établis depuis longtemps ici et le reste de la communauté. Donc, en faisant ça, en développant des mesures positives et en s'assurant que les organismes qui visent à appliquer ces mesures positives-là soient financés adéquatement, on va être capable de lutter contre la décroissance de la population et avoir une intégration positive des immigrants. Madame Thibault? Alors, c'est une situation dans laquelle je suis impliquée depuis 2011 parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver des travailleurs dans le domaine des mines alors que le prix de l'or était très, très haut. Et c'est ce que j'ai réalisé d'une part qu'il y a eu des changements au fédéral et le bureau de l'immigration s'est transféré à Gatineau. Alors, malheureusement, la situation fait aussi en sorte que la majorité des immigrants restent à Montréal et on a peut-être 0,5 même pas, le 0,05 qui viennent s'établir en région parce que pour eux, le passage vers Montréal ne leur permet pas d'avoir des initiatives pour venir en région. Alors, on a tenté déjà là d'aller chercher des gens et travailler des structures de sorte que de leur pays natal, que ce soit les Français ou d'autres, ils puissent diriger leurs intérêts directement vers l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai participé à des missions là-dessus. J'ai même vu que le parallèle en Ontario, on a réussi à aller chercher des Algériens soudeurs facilement sous une règle que c'était des francophones. Alors, ils pouvaient plus facilement transférer et aider les équipementiers miniers du nord de l'Ontario, alors que nous, on a des règles, malheureusement, qui sont un peu trop hermétiques. Parce qu'il faut se rappeler que la politique canadienne d'immigration et l'australienne sont les politiques les plus formées au monde, les plus structurées. Et en plus, le Québec se donne le droit de décider de sa structure d'immigration. Donc, il y aurait lieu, dans ce cadre-là, de réviser, de travailler beaucoup plus en collaboration parce qu'on tarde. On tarde dans tous les dossiers, malheureusement, mais c'est toutes les entreprises de la région qui en écopent. Monsieur Moreau? Bon, on est à même de constater l'ouverture d'esprit des gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon, on le sait, là, nos mines, la Noranda et bon, partout sur le grand territoire, c'était des gens d'autres pays qui étaient là avant nous. Et bon, notre esprit d'accueil est bien. Ça a changé un peu avec le temps, là, parce qu'on sait que, bon, même dans le domaine minier, les gens m'en parlaient sur le terrain, là, il y a des préjugés au niveau de l'embauche d'immigrants. Et ça, on a beau voyager partout dans le monde, là, quand on reste les pieds sur terre dans la région ici, on s'aperçoit des vrais problèmes. Il y a des gens, des jeunes et des moins jeunes qui, au fil des dernières années, ont travaillé dans un organisme extraordinaire qui s'appelait Valorisation Abitibi-Témiscamingue, qui allait chercher des gens de l'extérieur. On voit ce que ça peut faire, hein, la politique, comment les libéraux peuvent faire du tort. Ils ont éliminé ces gens-là. Alors, évidemment, le Bloc québécois va continuer à encourager. Puis je vais vous dire, l'immigration, moi, ça me touche de près parce que j'ai un beau-fils qui est d'origine marocaine. J'ai un petit-fils de 4 ans qui vient d'ailleurs et vous l'accueillez et comme bien des gens, vous accueillez favorablement parce que vous aurez été au-delà de la peur là, et vous voyez les vrais êtres humains qui sont là. Nous, ce qu'on fait au Bloc québécois, pour attirer l'immigration, que ce soit d'autres pays ou d'ailleurs, on demande le crédit d'impôt de 8 000 $ pour les jeunes diplômés qui reviennent dans la région et qui se trouvent un emploi. Ça, c'est simple, c'est concret, c'est le Bloc québécois et c'est Yvon Moreau. Question très simple. On parle santé. On sait que la santé, ça relève du gouvernement du Québec, mais le financement de la santé relève en bonne partie du gouvernement fédéral. Quels sont les engagements de votre parti à cet égard? On débute avec M. Moreau.
Bien, évidemment, la santé, c'est fort important. On le sait, j'en ai parlé tantôt. Il y a de moins en moins d'argent investi en santé. Alors, c'est ce fameux déséquilibre fiscal. Il faut aller réclamer, il faut se lever en chambre et dans les corridors de la Chambre des communes et aller frapper aux bonnes portes pour avoir cet argent-là. En 2011, avant les dernières élections, notre parti avait obtenu quelques 40 milliards de dollars par année en santé pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Québec. Le chèque était dans la malle, comme on dit. Pas dans la malle de Post Canada, parce que celle de M. Harper, on sait qu'elle n'est pas forte. Mais le chèque était prêt. Il fallait aller le chercher. Malheureusement, les gens ont décidé de donner une pause au Bloc québécois. Ça nous a permis de reprendre nos forces. Et on sera de retour en force maintenant. Mais le chèque était là parce que nous, on a insisté pour avoir l'argent nécessaire. Alors, ces milliards-là étaient disponibles. Il fallait les utiliser. Malheureusement, par partisanerie, on n'a pas été chercher cet argent-là. Puis on a entendu, on a perdu 4 ans en santé, notamment. On a perdu 4 ans dans plein de sujets, mais en santé, on a perdu beaucoup de temps. Et là, il faut rattraper ce temps perdu, ramener le Bloc québécois qui va travailler pour avoir l'argent nécessaire. Madame Bégin? Pour améliorer la santé, c'est sûr qu'on va parler d'aliments, on va parler de façon de se loger, on va parler de médication pour les personnes âgées. On sait que notre population en Abitibi-Témiscamingue, elle est vieillissante, bien comme plusieurs populations au Québec et ailleurs. C'est que présentement, on a un problème il y a un problème d'arrimage. C'est que les personnes âgées ont des maisons, puis les jeunes ont besoin d'une maison, mais ils n'ont pas les moyens de se l'acheter. Puis là, les personnes âgées voudraient aller en loyer, puis il n'y a pas de logement abordable. On a un problème de logement social dans les communautés autochtones pour les personnes âgées. Nous, on propose vraiment un plan national pour aider pour la médication, être capable de payer des médicaments abordables. Il faut être capable de les acheter en grand nombre, comme ça a été fait dans d'autres pays. Puis on est capable d'avoir une réduction de ces coûts-là. Ça peut enrayer la pauvreté. La santé, c'est la pauvreté? Non, la santé, c'est la richesse. Mais il faut la partager, cette richesse-là. Et nous, on a un plan pour ça. Alors, le Parti vert, on a développé quelque chose pour enrayer la pauvreté. Et la santé, ça va de soi. Oui, merci. Lors du printemps 2015, je me suis levée pratiquement de manière hebdomadaire pour demander à Mme Ambrose de négocier des accords sur la santé qui vont donner un souffle aux provinces et pour arrêter de piger, notamment avec la coupure de 36 milliards sur les transferts en santé. Et Mme Ambrose semblait ne même pas comprendre qu'elle coupait de l'argent. Donc, on voit que c'est un gouvernement conservateur qui a absolument pas la préoccupation des provinces. Et nous, de notre côté, on veut rétablir des transferts en santé qui vont permettre aux provinces de souffler. Mais quand on parle de santé, ça va beaucoup plus large que ça. Quand on parle de lutte à la pauvreté souvent va entraîner des impacts directs sur la santé et va augmenter les coûts. Si on va lutter contre la pauvreté, on peut aider à faire en sorte que des personnes vont se maintenir en santé et on peut aider à donner un souffle. Quand on parle, par exemple, de l'augmentation de 400 millions du supplément de revenus garanti pour les personnes âgées les plus pauvres, bien, concrètement, ce que ça peut vouloir dire, c'est que ça va être des personnes âgées qui, à la place de se demander s'ils payent leurs médicaments, leur loyer ou leur nourriture, ils vont être capables de tout payer et de se maintenir en santé de manière beaucoup plus appropriée. Ça peut faire en sorte qu'à la place que ceux se retrouvent à l'urgence à cause qu'ils n'ont pas pu se nourrir ou qu'ils n'ont pas pu prendre leurs médicaments, bien, ils vont rester chez eux et se maintenir en santé. Il faut aussi favoriser l'accès à des soins palliatifs de qualité en collaboration avec les provinces et tenir compte aussi des réalités culturelles des Premières Nations dans l'accès aux soins palliatifs. Merci. Mme Thibault? Alors, pour ce qui est de la position du Parti libéral, d'une part, il faut tenir compte que la région, d'ici 10 ans, va connaître 22 000 nouveaux aînés et on en a déjà 22 000. Alors, c'est une crise auquel il faut s'y arrêter immédiatement là, pour la personne qui va être élue à Ottawa. Dans un premier temps, nous avons engagé pour que le supplément de revenu garanti passe de 680 $ en moyenne par mois à 1 090. Et ceci pour tous les aînés actuels, parce que malheureusement,
malheureusement, ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu de changement auprès du gouvernement fédéral. Ensuite, on s'accorde naturellement à renégocier une nouvelle entente avec les provinces qui inclura un financement à long terme. On va également revoir les médicaments d'ordonnance car le prix du marché, les prix des médicaments sont de plus en plus coûteux et c'est du domaine fédéral de le faire. Mais pour nous, ce qui est encore plus important, c'est de changer les clauses en ce qui a trait aux aidants naturels. Présentement, si quelqu'un veut avoir une assurance chômage dans le but de porter d'aide à un de leurs proches, malheureusement, c'est seulement 3 semaines qui lui est accordée et on doit démontrer que la personne est en fin de vie. Alors, nous allons complètement revoir cette réglementation de sorte que nous voulons étirer cette aide jusqu'à 6 mois à l'intérieur d'1 an. Donc, les familles vont pouvoir supporter leurs parents et ça en fonction de ce qu'ils ont besoin. Alors, on n'a pas besoin d'être en fin de vie, mais ça va être sur une période de 6 mois à l'intérieur de 1 an. Bon, maintenant, on change de thème. On parle politique internationale en général, mais plus particulièrement la position de votre parti par rapport au partenariat, au traité de partenariat transpacifique. Madame Thibault. Alors, en ce qui arrive au partenariat transpacifique, c'est une question directement au niveau des échanges commerciaux de notre région vers l'extérieur. Alors, il faut tout de suite comprendre que pour la région, c'est 26 % de notre production régionale présentement que nous exportons et ceci équivaut à 1 milliard par année. Donc, de remettre comme ça un traité TTP alors que pour certains partis, on n'en a même pas encore lu et on préfère le déchirer. Alors, moi, je considère que c'est une partie qui est inacceptable. Il faut avant tout être franc et réaliser que notre région fait partie d'un commerce global et on ne peut pas simplement vivre de manière fermée. Mais nos relations avec l'extérieur sont la base qui va nous permettre de vivre en région et c'est exactement où on en est rendu. Nous sommes un écosystème de référence à travers le monde et tout ce que nous construisons présentement pour nos enfants et nos petits-enfants, ça fait en sorte que ça fait 100 ans qu'on s'est construit et maintenant nous sommes une référence. Alors, on a tout à gagner dans toutes les ententes qui ont présentement lieu à travers le monde. Monsieur Moreau? Madame Thibault, merci d'utiliser le slogan du Bloc québécois. On a tout à gagner. À travailler aussi. C'est presque m'appeler mon amour, ça. Je ne l'ai pas encore fait, je m'excuse. Je sais que vous l'attendiez. On a tout à gagner, bien sûr, à parler de partenariat transpacifique avec le Bloc québécois. On l'a fait depuis des années à défendre les intérêts des agriculteurs en exigeant de nos partenaires du côté d'Ottawa, les libéraux, les conservateurs et le NPD, qu'ils appuient une motion du Bloc québécois en 2007 et en 2009 pour, évidemment, protéger la gestion de l'offre. Ça a été fait, ça. Il y a eu appui. Cependant, ce qui est décevant, c'est que dans toutes les années suivantes, où le Bloc n'était pas là pour défendre la gestion de l'offre, les partis ne se sont pas, encore une fois, levés en chambre et n'ont pas profité de leur journée où ils auraient pu insister auprès des conservateurs pour aider les agriculteurs de la région. Ils ne l'ont pas fait et ça, c'est décevant parce que, on le voit, là, nos agriculteurs au Témiscamingue, on en parlait il n'y a pas longtemps sur vos ondes, ils vont perdre 25 000 $ par année. On a beau pas avoir lu toute l'entente au complet, là, mais ils savent déjà qu'ils vont perdre de l'argent. Ils savent déjà que les protéines laitières entrent à pleine porte dans les frontières actuellement et que ça leur fait perdre encore davantage d'argent. On sait déjà que les conservateurs ont promis de l'argent, puis il n'y en aura pas d'argent. Merci beaucoup. Puis, je vais continuer avec ça, ce que vous dites. Les conservateurs, on ne peut pas en parler en chambre. Ils décident ça à porte close, derrière, au bureau du premier ministre. On a été bâillonnés d'une certaine façon à la Chambre des communes. Madame May, elle s'est levée souvent pour dire que l'entente de partenariat est en train de se signer, puis sans qu'on puisse en discuter. Alors là, ce qu'on a, on a un grave problème de représentation à la Chambre des communes. C'est les citoyens qui sont représentés. Quand vous votez pour quelqu'un, vous votez pour un député, vous votez pas pour un premier ministre. De toute façon, ce qui est important avec ces ententes-là, nous, on va être des fervents, les Verts, on va être fervents défenseurs
pour s'opposer à toute forme de partenariat, puis on va aller au niveau de l'international pour aller rencontrer les autres pays pour savoir comment ils vont se prononcer là-dessus. Pas les personnes qui ont signé l'entente de partenariat, les 12 qui se sont assis seulement, les autres aussi, parce qu'il y a un problème en Europe au niveau de l'agricole. Nous, on n'est pas financés ici au Canada, puis la gestion de l'offre, c'était une belle façon de vivre notre autonomie économique. Présentement, qu'est-ce qu'on est obligé de subir? On subit ce que les choses ont été décidées derrière les portes closes. Et ça, c'est inacceptable. Madame Moore? Oui. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que cet accord-là a été négocié dans les... Bon, il y a eu des négociations avant, mais ça a été conclu dans les 3 dernières semaines d'une campagne électorale où est-ce que M. Harper, qui a un bilan économique désastreux, veut, encore une fois, une entente de commerce pour pouvoir, si on peut dire, essayer de rattraper un peu son image. Donc, quand on négocie avec un couteau sous la gorge, comme il l'a fait, bien, on peut avoir des doutes sur la qualité de l'entente qu'il va avoir. Et déjà, ce qu'il laisse couler nous fait soulever de nombreux doutes. Et c'est pour ça qu'au NPD, on s'est dit qu'on ne se sentira jamais lié avec une entente qui a été négociée dans les dernières semaines de la campagne électorale. Donc, c'est une entente qui est plus ou moins légitime. Déjà, on sait que la gestion de l'offre va être affectée. Peut-être de manière moins importante qu'on croyait, mais elle va être affectée et ça va faire mal à nos agriculteurs. On sait aussi que ça va augmenter le prix des médicaments. Déjà, on paye très cher nos médicaments, mais ça va augmenter davantage le coût des médicaments. Par la suite, on ouvre la porte à davantage se faire espionner sur Internet, de ne pas respecter la vie privée des gens. Donc, il y a plusieurs inquiétudes qui sont déjà soulevées dans ce partenariat et on a eu l'expérience au Parlement. M. Harper est un très mauvais négociateur. Il faut faire en sorte qu'on a des meilleures ententes. Et d'ailleurs, Mme Clinton, aux États-Unis, elle aussi disait qu'elle voulait renégocier l'entente si on lui permettait. Merci, Mme Moore. Il y a une question que je me gardais au cas où si on avait un peu de temps. On a effectivement un peu de temps. C'est rapport à une décision qui a été prise par le gouvernement fédéral actuel. Ça traite des personnes âgées. Selon le gouvernement Harper, l'âge de la retraite passe de 65 à 67 ans en 30 secondes. En commençant par Mme Bégin, votre parti par rapport à ça, comment il se positionne? Nous, l'âge de la retraite à 65 ans, on aurait préféré le maintenir. Mme May s'est opposée à ça. Et ensuite, on a d'autres préoccupations comme celle où on voudrait avoir un revenu minimum garanti pour les personnes âgées. Puis on est en train dans notre programme, on rééquilibre le revenu minimum pour les personnes âgées. Mme Moore? On ramène l'âge de la retraite à 65 ans. Ça a été dit clairement. D'ailleurs, le directeur parlementaire du budget, qui est une personne indépendante, a souligné quand cette décision-là a été lancée que ce n'était pas nécessaire et que c'était tout à fait viable financièrement pour le Canada de garder l'âge de la retraite à 65 ans. Donc, c'est ce qu'on veut faire et je pense que d'autant plus que le premier ministre avait annoncé ça en Suisse, c'est vraiment une honte. On ramène ça à 65 ans. Le Parti libéral s'engage également à remettre l'âge de retraite à 65 ans et s'engage également à définir des statistiques pour tenir un livre sur le coût de la vie des aînés. Présentement, le coût de la vie est uniforme pour tous, que ce soit les familles ou les gens âgés, alors que maintenant, compte tenu du nombre d'aînés qu'on va avoir dans notre société, il est important de tenir un coût de la vie, de tenir des statistiques sur leurs dépenses, de sorte qu'on va être capable de faire des indexations en fonction de leurs véritables besoins. La question la plus simple, c'est pas de savoir à quel âge les gens vont arrêter de travailler. Ça, c'est leur choix personnel. Puis il y a des gens qui travailleraient jusqu'à 80 puis seraient contents de le faire. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour aider les travailleurs qui, eux, perdent leur emploi alors qu'ils n'avaient pas prévu arrêter de travailler. Et ça, le Bloc québécois va pousser aussi en retournant s'asseoir et travailler à Ottawa pour qu'il y ait des programmes, pour qu'il y ait une passation entre le monde du travail et évidemment le fait qu'on se retrouve sur l'assurance chômage sans fouiller dans le programme, par exemple. Voilà, c'est déjà complété. Il reste juste la petite allocution de fermeture. Et comme on va dans l'ordre inversé, on va débuter avec Mme Bégin. Alors, bien sûr que le Parti vert, c'est renforcer nos collectivités, c'est vraiment l'économie durable. On veut vraiment créer un bon gouvernement parce qu'on veut être un peu plus démocrate
On veut avoir des mesures climatiques vigoureuses. On veut changer, à aider la population à faire un transfert énergétique pour l'utilisation des énergies saines et bon, par exemple, mettre en place des petites entreprises, supporter le développement au niveau secondaire et tertiaire. Moi, je suis une personne qui a été impliquée au niveau de l'éducation, au niveau de la base. J'ai fait du développement économique de cette façon-là, puis c'est avec la population. Ma formation, c'est en éducation des adultes et c'est ça que j'ai comme priorité dans ma vie, c'est de faire en sorte que les gens s'approprient leur économie et c'est à ça que je vais me consacrer. Je vais vraiment me promener entre Ottawa et ici pour vraiment aider les collectivités à se renforcer pour une économie durable. M. Moreau? Au fil de cette campagne électorale-là, vous vous êtes rendu compte que Thomas Mulcair a changé d'idée comme il a changé de chemise. Alors, imaginez-vous de mettre ça au pouvoir, ça va être pire que les conservateurs. Trudeau, lui, va nous plonger dans des déficits de 10 milliards de dollars par année. Puis ensuite, il espère que les dépenses en infrastructure vont stimuler une croissance économique. Ça, c'est un risque. C'est très risqué y aller avec notre carte de crédit pour les prochaines années. On veut, nous, en agriculture, obtenir du fédéral le double des compensations financières après des pertes agricoles. C'est ça, aider avec le Bloc québécois. On veut mettre en œuvre la Charte du bois présentée par le Bloc afin de relancer l'industrie forestière dans la région. On veut financer adéquatement l'industrie forestière de la région au niveau de la recherche pour développer des produits innovateurs. Vous avez commencé à le faire. Il y a plein d'études pour le faire. Il faut le faire. L'entente du bois d'œuvre est terminée. Les spécialistes qui ont négocié ça, c'est le Bloc québécois. Il faut s'y mettre. Il faut une extension de taxes à exportation, comme au Nouveau-Brunswick. On va relancer nos usines de la région et ça, le Bloc va travailler fort pour obtenir une entente favorable au Québec. On a été capable de le faire. On va continuer. Au lieu d'offrir des subventions pétrolières, pourquoi pas offrir de l'argent pour implanter à grande échelle la voiture électrique, puis avoir des crédits d'impôt pour ceux qui voyagent en autobus entre le Témiscamingue et Montréal. Ça, c'est aider le Québec. C'est une valeur sûre pour le 19 octobre. C'est le Bloc québécois. Yvon Moreau vous salue. Madame Thibault. Alors, depuis 5 ans, j'ai à cœur la réussite des gens d'ici et je suis la seule candidate qui a vraiment une connaissance pratico-pratique des besoins exprimés par les agriculteurs, les entrepreneurs miniers, puis ainsi que les entrepreneurs forestiers. Moi, mon but, c'est de mettre l'Abitibi-Témiscamingue sur la carte quand je vais être à Ottawa, parce que je suis capable de m'attaquer aux vrais problèmes puis de travailler des petits projets qui sont gagnants. À ce titre également, le Parti libéral s'engage à faire ressortir, s'engage aux allocations canadiennes pour enfants qui vont être non imposables et nous sommes le seul parti qui s'engage dans cette voie, de sorte qu'une famille qui gagne en moyenne 90 000 $ par année aura accès non pas à 275 $ par mois comme c'est le cas, mais à 490 par mois non imposables. Alors, nous nous engageons également à effectuer des baisses d'impôts pour la classe moyenne et je m'engage aussi à regarder les structures au niveau des investissements dans les infrastructures qui soient similaires à ce que nous retrouvons dans le nord de l'Ontario, tel un FedNord. Ceci nous permettra d'avoir un véhicule qui, par exemple, FedNord a donné plus de 263 millions de dollars présentement au projet Cercle de Feu qui est similaire à celui du Plan Nord. Donc, c'est la raison pour laquelle le Parti libéral a les véritables solutions et pour vous voter pour Claude Thibault, vous allez voter pour le vrai changement. Enfin, Mme Moore. Je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà. Je fais ce travail-là parce que j'aime profondément ma région. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est là où je suis née et c'est là aussi où j'ai choisi d'élever ma famille. C'est vrai qu'un bon député doit d'abord et avant tout chercher à représenter sa circonscription et le faire avec beaucoup d'énergie comme j'ai pu le faire. Vous avez été nombreux à venir me voir, à me parler, à me dire comment vous avez apprécié mon travail et je pense que vos rencontres, les commentaires que vous m'avez donnés, c'est ce qui m'a donné la force de vouloir continuer à faire ce travail-là. Mais je pense avant tout qu'un bon député, ça doit vouloir laisser à ses enfants un monde meilleur dont il va être fier. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien et c'est un travail que j'ai envie de continuer à faire. Donc, j'espère que vous allez m'accorder à nouveau votre confiance le 19 octobre prochain et quoi qu'il en soit, surtout, allez voter. Merci beaucoup.
Alors voilà, c'est ainsi que se complète ce débat. Je tiens à vous remercier tous les quatre. C'était le premier débat avec 3 candidates et 1 candidat et ce fut un excellent débat. Tout le monde s'est respecté, ça a été formidable. Merci beaucoup de nous avoir fait part de vos opinions. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la meilleure des chances à toutes. Et de toute façon, la semaine prochaine, à ce moment-ci, on saura qui est le député d'Abitibi-Témiscamingue. Annie Larivière, merci infiniment pour la technique et la précision du chrono. Et merci aussi à Frédéric à la caméra, ainsi qu'à tous ceux en coulisses ici à CKVM qui ont travaillé pour vous donner ce débat. Merci encore une fois et bonne chance pour la prochaine élection. Merci à vous.